Monsieur Perron est du Bloc québécois. Il est le porte-parole pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et après son intervention, il répondra lui aussi à quelques questions. On va surveiller l'heure de nouveau et je vous invite donc à vous rendre rapidement au micro après son intervention pour vous identifier et poser vos questions. Alors maintenant, je vous cède la parole. Bienvenue. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Bonne fête en passant. Yes. OK. Je vais vous chercher les écouteurs. Bonjour tout le monde. Si vous me permettez, je vais m'adresser à vous en français parce que je suis beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais. Des fois, quand j'ai pas le choix, je me force, mais ça sonne... Il y a quelques mots qui ont de la misère à sortir. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. En fait, c'est plus qu'un plaisir, c'est un réel honneur de pouvoir m'adresser directement à vous, productrices et producteurs, qui, malgré le fait que vous composiez un pourcentage relativement peu important de la population totale, vous êtes, selon moi, la portion qui est la plus importante, parce que si vous ne nourrissez pas notre population, il n'y a rien d'autre qui se fait. Alors, ça c'est quelque chose de fondamental qu'il faut travailler au jour le jour, de prôner l'importance de la production agricole et agroalimentaire et du rôle fondamental que vous jouez. Fait que c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Je me suis demandé un peu qu'est-ce que j'allais vous raconter. J'ai décidé de vous parler de ma vision un peu du monde agricole, de ce que je veux mettre de l'avant dans les prochains mois. Mon collègue Alistair, que j'apprécie beaucoup, vous a parlé un peu des études qu'on fait en comité présentement. Moi, je vois ça, j'ai comme 3 grands axes de développement. Le premier, c'est la souveraineté alimentaire. Alistair l'a mentionné tantôt. On sort d'une pandémie. En fait, on espère qu'on sort d'une pandémie, là. Je pense que oui, cette fois-ci, qui a été difficile pour tout le monde, et particulièrement pour vous. Et moi, je dis toujours que dans toute mauvaise chose, il y a du bon. Il faut tirer avantage de cette situation-là. Et je pense que le monde agricole peut tirer avantage du momentum qu'il y a actuellement au fait que la population désire acheter local, beaucoup plus qu'avant. Et les gens, bien que généralement le prix soit un facteur de choix qui est important, les gens sont prêts présentement à payer un peu plus pour avoir un produit qui vient de chez eux, qui vient du voisin qu'ils connaissent et qui savent que ce voisin-là, si on a un malheur dans 6 mois, dans 1 an, ce voisin-là va continuer à fournir la marchandise. Moi, je pense qu'il faut saisir cette occasion-là et le gouvernement a un rôle fondamental à jouer là-dedans. Bien sûr, je vais vous parler de gestion de l'offre, vous n'en serez pas surpris, parce que dans mon titre de porte-parole, c'est agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre. Vous êtes tous au courant, j'imagine, du projet de loi que nous avons déposé dans la dernière législature visant à protéger, par force de loi, la gestion de l'offre face aux prochains accords internationaux. Nous avons encore l'intention de le faire et nous aurons encore besoin de votre mobilisation. On y était presque la dernière fois. Je suis très confiant qu'on y arrive. Et c'est important. Il y a la portion des compensations aussi. Vous avez des engagements fermes de la ministre Bibeau, entre autres, et c'est dans la lettre de mandat, de continuer à protéger la gestion de l'offre et de compenser convenablement les productions qui ont été impactées, entre autres par l'accord avec les États-Unis et le Mexique. Ça, c'est fondamental aussi. Donc, vous pouvez compter sur nous, on va mettre la pression là-dessus. Mais au-delà de ça, il faut avoir une vision globale d'avenir. Si on veut avoir une souveraineté alimentaire, il faut être capable de transformer notre production plus localement. Et je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut éliminer les gros sites d'usines, les abattoirs. Je connais les contraintes de mécanisation, d'automatisation et de compétitivité internationale. Mais je pense qu'il y a place pour un réseau périphérique de transformation régionale de petite et moyenne taille. Et ce réseau périphérique-là pourra aussi prendre le relais en cas de malheur, que ce soit une grève, que ce soit une éclosion de COVID ou que ce soit autre chose. Dans un grand site de production, à peu près toutes les productions l'ont vaincu dans les derniers 2 ans, là. Quand il y a un gros site qui ferme, c'est long à s'en remettre. C'est long à s'en remettre. Je pense entre autres là, aux producteurs de volailles. Je pense entre autres aux producteurs de porc. On n'a pas encore pris le dessus. Il y a encore des enjeux importants là-dessus. Puis, de développer un réseau de transformation
parallèles de plus petite taille permettraient aussi de réduire le niveau de concentration. Il y a un niveau de concentration dans certains types de production, dans certains types de transformation qui commence, je crois, à être malsain un peu. Et c'est important de redonner un peu de pouvoir aux producteurs. Et ça se fait par les lois du marché. Donc, toutes les raisons sont là, sont présentes, pour que le gouvernement mette en place un programme permanent, parce qu'on sait que la rentabilité dans cette industrie-là est difficile. Donc, un programme permanent pour aider au développement de transformation régionale. En plus, il y a beaucoup de travail à faire sur le pourcentage de la main-d'œuvre, sur l'accessibilité de la main-d'œuvre étrangère. Les travailleurs étrangers, vous avez des problématiques qui sont pas difficiles présentement, qui sont épouvantables. Et à chaque fois qu'il y a un groupe, qu'on fait pression pour débloquer pour un secteur, on met des ressources, mais on dirait que l'autre secteur à côté manque de ressources, puis on va vivre un blocage quelques mois plus tard. Il faut vraiment revoir en profondeur ce système-là. On a fait des propositions, il y a déjà 1 an et demi, là, à l'été 2020, on avait fait des propositions là-dessus, des visas de 3 ans, entre autres, des choses qui sont faciles, une IMT par site de transformation, une IMT aux 5 ans. Des petites choses qui peuvent être faites rapidement, qui pourraient vous faciliter la vie et réduire les coûts, évidemment. Quand je parlais tantôt d'achat local, je parlais bien sûr des consommateurs qui le désirent, mais l'État doit aussi donner l'exemple. Le masque que j'ai retiré tantôt, je le prends comme exemple parce que je l'ai dans les poches, est fabriqué à Louisville par l'entreprise Prémont. Bien, croyez-le ou non, avant Noël, ma formation politique, on a été obligé de se lever à la Chambre des communes et de faire adopter une motion unanime par les 338 députés pour qu'on arrête de porter des masques fabriqués en Chine au Parlement du Canada. Je ne veux pas faire un scandale avec ça, mais foncièrement, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas normal. Comment ça se fait que ce n'est pas un réflexe automatique? Il faut qu'on donne l'exemple, et on le fait maintenant. Il a fallu qu'on se batte pour ça. Alors, il y a toute une mentalité, la philosophie du plus bas soumissionnaire, là, tout ça, là, il faut revoir ça. Parce qu'il faut qu'on donne l'exemple. Je vois mon temps qui file très rapidement, je vais trouver ça très court, je vais essayer de faire plus vite. Évidemment, toujours les pressions, un fonds d'urgence pour venir en aide aux producteurs plus directement. On a parlé tantôt avec M. McGregor des inondations en Colombie-Britannique, bon, les fonds qui viennent. C'est tout le temps long avant que ça arrive. Il me semble qu'on pourrait accélérer cette chose-là. Relève agricole. Vous êtes au courant, dans la dernière législature, on a réussi à faire passer un projet de loi conservateur que j'avais coparrainé pour la relève agricole, pour permettre l'exemption fiscale. Et c'est très important de le conserver. Et je sais que le gouvernement libéral a l'intention d'amener des modifications à ce projet de loi-là. Nous serons très vigilants dans ce qu'ils vont apporter, pour pas que ça limite trop la portée de ce gain important. Je pense que c'est un gain historique. Mais ce que j'entends du terrain, vous pourrez peut-être me le confirmer ou me l'infirmer, mais ce que j'entends du terrain présentement, c'est que certains comptables disent à leurs clients d'attendre un peu parce qu'il y a de l'incertitude créée par le projet libéral de modifier la loi. Ça, c'est pas acceptable. On va faire pression là-dessus. Pardon. La gestion des risques. Hein, vous êtes il y a une négociation importante. Là, je sais que pour AgriStabilité, entre autres, bon, on a poussé beaucoup là, pour la 85 %. La ministre a proposé 80 %. Il y a un blocage encore dans certaines provinces. J'espère que ça va débloquer. Et j'espère, nous, ce qu'on prône aussi, c'est qu'éventuellement, si jamais ce n'est pas toutes les provinces qui veulent embarquer dans le train, on propose que le fédéral aille de l'avant avec les provinces qui le veulent, ce qui est la proposition qui est proposée par, entre autres, l'UPA. Je vais vous parler du code de conduite. Et ça, c'est un enjeu très important. Puis je vais vous en parler parce que je pense qu'on a devant nous, présentement, ce qui est en mouvement. Dans l'opposition, là, on est capable de critiquer, mais on est aussi capable d'être très constructif. Puis je pense qu'au Bloc, on fait la démonstration depuis qu'on est là, depuis 2019, là, que c'est ce qu'on fait. On apporte des propositions positives. Le code de conduite, il est sur les rails, il est sur la bonne voie. Et la façon dont ça se travaille présentement, c'était la bonne façon de le faire, parce qu'il y a une question de juridiction là-dedans. Et c'est une juridiction des provinces. Donc, le comité qui est coparrainé par M. Lamontagne et Mme Bibeau doit arriver, je crois, avec des recommandations, là, mars, début avril. Et il ne faudrait pas perdre de temps là-dessus. Il faudrait
que le gouvernement bouge rapidement, que les gouvernements bougent rapidement pour adopter un code et que ce code-là, qui a été élaboré, qui est en train de s'élaborer entre les parties qui sont touchées par ça, doit être effectif. Et pour qu'il soit effectif, il va falloir qu'à quelque part, il y a des contraintes que ce soit obligatoire. Donc, vous pouvez aussi compter sur nous pour pousser dans ce sens-là. Toujours dans la souveraineté alimentaire, la protection des producteurs de fruits et légumes, protection financière, qui est demandée depuis plusieurs années, qui fait face à, je vous dirais, à un refus assez net du gouvernement présentement. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être adopté, parce que c'est quelque chose qui ne coûte rien au gouvernement. Combien de fois ça arrive que vous demandiez quelque chose au gouvernement puis ça ne coûte rien? Il me semble qu'il devrait sauter sur l'occasion pour une fois que ça ne coûte rien. Mais il y a un enjeu ici avec le pouvoir des banques au Canada. Mais je crois que nos producteurs ont le droit d'être décemment protégés parce qu'ils prennent d'énormes risques financiers pour nourrir notre population. Deuxième, j'en ai juste un sur 3 de fait. Le deuxième aspect, c'est le partenariat environnemental. OK? Partenariat environnemental ou pacte social. Alistair vous a mentionné tantôt, on est en train de faire une étude sur la chaîne d'approvisionnement présentement et les difficultés que vous rencontrez, qu'on rencontre tous. On essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme huile dans certains engrenages pour que ça aille mieux. Et je pense que cette étude-là était urgente, considérant la situation actuelle, et c'était correct qu'on la prenne. Par contre, j'ai proposé qu'on reprenne l'étude qu'on avait entamée dans la dernière législature sur l'impact environnemental de la production agricole et le partenariat qui peut s'établir entre les producteurs et le gouvernement. Et là, je pense que le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer parce que le gouvernement fédéral a des moyens financiers que d'autres paliers gouvernementaux n'ont pas. Quand je vous parlais de compétences tantôt, là, mais l'agriculture, c'est une compétence partagée. Il n'y a pas d'enjeu là. Et c'est important de mettre les ressources nécessaires. Et moi, je pense, j'essaie de vous résumer ça rapidement, mais la vision que j'en ai, c'est que chaque geste concret qui améliore la performance environnementale d'une exploitation agricole devrait être récompensé financièrement. Je sais que des fois, j'ai peut-être l'air de dire des grosses affaires, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Un espèce de nouveau agri-investissement où, quand on évalue la valeur, exemple, je prends l'exemple banal là, d'une bande riveraine. Okay? Je me souviendrai toujours, dans mes premiers mois de député, là, j'ai visité un producteur à Saint-Barthélemy, m'a amené sur le bord de la 40, là, puis il m'a montré les fossés, puis il m'a dit, regarde, les bandes riveraines, là, je cultivais là-dessus. Puis depuis X années, ben là, je cultive plus dessus parce qu'ils me demandent de ne pas cultiver dessus pour protéger l'environnement, mais il y a des pertes pour l'entreprise. Et c'est correct de ne pas cultiver les bandes riveraines, je ne suis pas en train de dire de les cultiver, mais pourquoi on cultive moins les bandes riveraines? Pourquoi on va les reboiser? C'est pour le bien-être collectif. Et c'est un choix collectif de société qu'on fait, de vouloir protéger l'environnement. Bien, un choix collectif devrait être assumé collectivement, pas par les producteurs agricoles seuls. Je sais que vous êtes prêts à renoncer à certains revenus parfois pour protéger l'environnement parce que vous l'avez à cœur et vous êtes ceux qui ont le plus intérêt à le protéger. Mais il faut que l'État fasse sa part, il faut que la population générale fasse sa part. Et si on est assez intelligent pour être capable... And this is the challenge, developing a program et qui ne vous demandera pas d'engager 4 comptables et 3 actuaires pour remplir les papiers parce que c'est trop compliqué. Un système efficace qui permettrait de mesurer l'impact environnemental d'une mesure et de la rétribuer financièrement et qu'on la mette dans vos entreprises et que vous disposiez de ces sommes-là. Parce que qui est le mieux placé pour savoir quand c'est le temps d'investir qu'un entrepreneur? Puis ça, dans les discours politiques, souvent, on le perd de vue. Les gens parlent, les agriculteurs, mais vous êtes d'abord et avant tout des entrepreneurs. Et il n'y a pas personne ici qui veut polluer davantage, puis il n'y a pas personne ici qui veut être moins efficace que le voisin. Vous voulez tous innover, mais encore faut-il vous en donner les moyens. Alors, ces sommes-là pourraient être à votre disposition pour le prochain projet d'innovation. Il faut innover et il faut soutenir décemment notre agriculture. Et pour ceux dans la salle
qui penseront peut-être, ah, c'est sûr, lui, il y en a l'opposition, c'est facile de dire qu'on va vous donner de l'argent, et ainsi de suite. C'est sûr que c'est plus facile pour moi de dire ça que de la ministre, je suis bien conscient. Mais en même temps, là, il faut aussi regarder la situation mondiale. Quand on vous compare aux producteurs des États-Unis, vous êtes 2 fois moins soutenus. Quand on se compare avec l'Europe, le ratio est encore plus épouvantablement gênant. Alors moi, je n'ai pas de problème à dire qu'on devrait investir. Puis, de toute façon, si on n'investit pas dans l'environnement, la pollution, les effets des changements climatiques. On a parlé tantôt de la Colombie-Britannique, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ils ont été très durement touchés. Puis par des extrêmes, hein, feu et inondation dans la même année, il faut quand même le faire. Ça sera de plus en plus fréquent. Alors, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Soutenir nos producteurs décemment au quotidien ou réparer quand ça pète? Parce que ça va péter de plus souvent possible, de plus en plus souvent. Là. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Hein? Regardez ça. Ah, c'est bon, à la moitié, c'est bon. Il me reste 5 minutes. Donc, écoutez, je pense que je me suis étiré beaucoup là-dessus, mais c'était mon gros sujet dont je voulais vous parler. Là. Ça permettrait à vos entreprises d'avoir accès à la liquidité puis de prendre l'initiative, de prendre la décision pour la prochaine amélioration. Au niveau de l'environnement, il y a plusieurs choses. Il y a l'ARLA, hein, les décisions qui se prennent, qui doivent être indépendantes et qui doivent être efficaces, sans devenir laxiste, évidemment. Il y a tout le financement de la norme biologique qu'on entend. Je suis surpris qu'on n'en entende pas beaucoup parler, mais c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant aussi. Le fédéral doit poursuivre le financement de la norme biologique. C'est un non-sens là, de cesser de soutenir les producteurs là-dedans. Alors ça, c'est pour le partenariat. Et quand je parle de partenariat environnemental, je rajoute pacte social. On va y aller par étapes. On va commencer par l'environnement, mais je le verrai même éventuellement peut-être plus large que ça, par occupation du territoire rural aussi, et que ces rôles-là soient reconnus et rétribués. Mon troisième aspect, c'est la réciprocité des normes. Je sais que c'est un grand défi. Je sais que c'est plus sur le long terme, mais il faut quand même y agir. Il est impératif d'exiger de ceux qui rentrent de l'extérieur minimalement la même chose qu'on exige de nos producteurs locaux. Ça, c'est fondamental. Et c'est pas tout le temps vrai. Il est impératif aussi de bien contrôler ce qui rentre. Je pourrais en parler dans la production laitière, je pourrais en parler dans la production du poulet, par exemple. Je vais prendre l'exemple, tiens, qui me vient en tête, le fameux test d'ADN qui a été développé par les producteurs de poulet pour détecter la poule de réforme, qui n'est toujours pas implantée, qui est au point, qui existe, qui a été développé par l'industrie, qui est payé, qui est gratis, qui est clé en main. On n'a qu'à l'implanter. Je comprends mal qu'on ne se soit pas implanté encore. Des fois, ça ne bouge pas vite, mais il faut y aller, il faut y aller. Dans cette réciprocité des normes-là, évidemment, je prendrai en compte aussi ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, du soutien qu'a l'agriculture ailleurs par rapport à ici. Hein, si un produit qui est pleinement subventionné rentre à un prix moindre que le nôtre, c'est pas acceptable. Puis quand on parle d'environnement, il va falloir aussi qu'on commence à mesurer le coût environnemental des aliments. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'une tomate du Mexique coûte moins cher qu'une tomate du Québec à l'épicerie. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Elle a toujours bien traversé le continent. Puis là, on nous demande après ça de réduire nos transports. Je pourrais vous parler encore d'un paquet d'affaires, mais je vais me garder du temps pour les questions. Mais j'ai parlé tantôt, entre autres, de la transformation régionale. J'ai parlé du secteur bovin. Il n'y a pas personne qui est en désaccord avec le bien-être animal, mais ces réglementations-là doivent être implantées graduellement. Là, je sais qu'on a obtenu des assouplissements, c'est correct. J'espère que les études vont se terminer, puis on pourra les soumettre puis prendre quelque chose de permanent. Mais en même temps, il y a quelque chose de pas logique de faire voyager des bêtes jusqu'en Pennsylvanie pour les abattre. Là. Quand on essaie de réduire nos gaz à effet de serre, il y a de la transversalité là-dedans. Donc, l'aspect de la transformation régionale vient ici en complément. Je suis rendu presque à 19 minutes. Avant de m'arrêter, je vous parlerai peut-être des points qui m'ont intéressé dans la lettre de mandat de la ministre Bibeau. Examen du programme de gestion des risques, je vous en ai parlé. Transfert intergénérationnel des fermes, je vous en ai parlé. La gestion de l'offre, je vous en ai parlé. Et l'Agence de réglementation et le lutte antiparasitaire, je vous en ai parlé aussi.
J'ai assuré, évidemment, Mme Bibeau, elle le sait déjà, mais je vais vous le dire à vous, j'ai assuré de mon entière collaboration, toujours en opposition constructive qu'on est, pour avoir des résultats concrets sur le terrain. Je vous remercie encore énormément de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous. Je remercie particulièrement Mme Robinson, M. Caron, qui est non seulement le président de l'UPA, mais qui est aussi le producteur agricole dont les terres sont le plus rapprochés de mon bureau de circonscription, c'est pas rien. Hein? Ça fait plaisir de revoir Marcel. Bonjour, bonjour, les producteurs de lait, salut. Écoutez, je vous nomme pas tous, mais je vous remercie énormément de cette occasion-là et je prendrai avec grand plaisir vos questions. That's a turn today. Bonjour, M. Perron. Merci de votre présentation. C'est Paul Doyon de l'Union des producteurs agricoles. J'aimerais que vous précisiez, quand vous parlez de régionalisation de la transformation, alors qu'il n'y a rien qui indique que la consolidation puis la concentration des grandes entreprises est terminée. Là. On sent que on revendique encore le fait que les économies d'échelle sont les maîtres au niveau de l'organisation de ces organisations-là. Et puis, même le Bureau de la concurrence est assez peu sensible à ça aussi. Puis, dans la vraie vie, là, comment que ça va se passer, votre projet de régionalisation de la transformation? Je sais que j'ai beaucoup d'ambition, mais parce que je suis bien conscient de tout ce que vous me nommez là. Par contre, je pense que c'est essentiel. Et c'est justement parce que les lois du marché demande une concentration, plus de performance, plus de rapidité. En plus, on est en pénurie de main-d'œuvre. Des fois, quand je parle d'augmenter le nombre d'usines de transformation, certains producteurs, certaines personnes au comité dans les dernières semaines m'ont répondu, commencez par nous trouver de la main-d'œuvre pour les sites de transformation qui existent, puis après ça, on pensera en mettre des nouveaux. Il y a un paquet de difficultés qui sont devant nous, mais je pense que c'est dans ces secteurs-là que l'État doit jouer un rôle. Et quand je parle d'un soutien financier pour aider le développement des usines de transformation, on en a un, par exemple, un projet là, dans Berthier-Masquinongé que M. Caron connaît certainement, là, des petits abattoirs de petits. Moi, je pense qu'il y a une aide au démarrage qui est importante, qui est nécessaire. Et moi, je la verrais permanente, cette aide-là. Parce que ce qu'on a vu dans le passé, c'est des usines de transformation régionales qui ont fermé leurs portes à cause des lois du marché, parce qu'ils n'étaient pas capables de payer aussi cher qu'une usine de transformation plus grosse si tu veux un peu plus loin, puis c'était plus rentable pour le producteur de transporter ses bêtes un petit peu plus loin pour avoir quelques sous de plus la livre. Et il y a une difficulté de système, là, qui est qui est vraiment structurelle. J'allais dire le mauvais mot. Là. Le bon mot, c'est structurel. Et moi, je pense que le soutien de l'État doit être permanent. Est-ce que ça sera sous forme d'exemption de taxes? Je ne sais pas. Mais si une usine de transformation régionale réduit des émissions de gaz à effet de serre, ça compte aussi. Il ne faut pas juste regarder qu'est-ce que ça coûte à chaque année. Il faut regarder les effets collatéraux de tout ça. Merci. On pourra également collaborer à ce niveau-là. C'est quelque chose qui m'intéresse. Merci. Bonjour, monsieur. Hello, sir. Paul Vickers from Je suis Paul Vickers de OFA. C'est la même question que j'ai posée à M. McGregor. M. Perron, est-ce que vous appuyez le projet de loi C-234, vous et votre parti, sur la taxe de carbone, sur le réchauffement? Surtout pour nous, parce que vous comprenez que la situation du Québec n'était pas évidente avec ce projet de loi-là, parce que l'exemption ne touchait pas le Québec. Et je vais être très honnête avec vous, moi j'ai consulté beaucoup mon monde du Québec avant d'appuyer ce projet de loi-là, mais on l'a appuyé. Pourquoi on l'a appuyé? Parce que avant de mettre des pénalités, il faut s'assurer qu'il y a une alternative. Et je pense que M. Groslot sera content d'en prendre. C'est dommage, il n'est pas là, mais ce que je vais vous dire, c'est ça me rappelle des discussions que j'avais eues avec M. Groslot particulièrement. Tu peux pas imposer des pénalités si tu n'as pas d'alternative. Je me promène en Suburban V8.
tu taxes mon véhicule parce que je n'ai pas besoin de ce véhicule-là et j'ai accès à un véhicule électrique ou à un véhicule plus petit, c'est logique. C'est correct, parce qu'on veut que les gens arrêtent d'acheter ces gros véhicules-là pour aller... Mais pour sécher le grain, il n'y a pas d'alternative qui soit moins polluante, qui soit plus efficace. Il faut la développer. Puis il y a des choses qui existent, là, la biométhanisation, et ainsi de suite, mais c'est extrêmement coûteux encore. Donc, on avait fait le choix d'appuyer le projet de loi en espérant que ça ait un impact, d'ailleurs, par chez nous, parce que vous savez qu'on n'est pas touché par la même imposition à ce niveau-là, et d'espérer qu'à l'intérieur d'une dizaine d'années, bien là, si on développe des alternatives, là, on ira. Parce que l'objectif ultime, c'est toujours de sortir des énergies pétrolières et gazières. Mais actuellement, vous avez besoin de ça. Donc, moi non plus, par contre, j'écoutais Alistair répondre tantôt, là, moi non plus, par contre, je n'ai pas lu la nouvelle mouture. Mais s'il est similaire à C206, je ne vois pas de problématique. Là, j'avais convaincu ma gang d'appuyer ça. Thank you very much. Ça fait grand plaisir. Merci. Pas d'autres questions? Ouais. C'est bon, ça veut dire que c'était clair. Bien, merci beaucoup, vraiment, très apprécié.